Bonjour pour notre émission Semence Mag et bienvenue sur le plateau de Village Semence. Notre thématique du jour concerne la sélection. De quelle sélection a-t-on besoin pour répondre à l'agriculture aujourd'hui et à l'agriculture de demain ? De tout temps, l'homme a sélectionné les plantes. Aujourd'hui, les défis sont majeurs et les innovations sont et doivent être majeures. Comment les mettons en œuvre ? Eh bien, pour en parler, nous avons 4 invités que je vais vous présenter. À ma gauche, Gilles Robillard, bonjour. Vous êtes céréalier dans Lyon et président de Terrinovia. Jean-Marc Ferrulot, merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable des recherches chez l'IDEA, excusez-moi. Émeric Pillet, directeur général de l'ITAB, bonjour. Et Bernard Roland, chercheur à l'INRAE. Alors, avant de vous interroger, nous allons plonger dans le cœur du sujet avec quelques images. Je sais que les producteurs sont des producteurs bio, c'est ce qui m'intéresse. On va attendre que la voiture passe. Pourquoi produire des semences bio ? Alors, la production de semences biologiques, de semences potagères, donc de légumes, permet sur une petite surface d'avoir une activité assez rémunératrice pour 3 à 4 personnes. Et aujourd'hui, toute la production est en bio par conviction personnelle en fait. Nos clients, nous, c'est des semenciers qui vendront après la graine aux maraîchers ou aux jardiniers. Cultiver des semences en agriculture biologique, ça impose des obligations de moyens en fait par rapport au cahier des charges bio et ensuite une obligation de résultat par rapport aux semenciers à qui on a affaire. C'est si important que ça de développer l'agriculture bio ? Les agriculteurs sont les principaux acteurs de la biodiversité. Ils ont un rôle majeur, clairement, dans le maintien d'une biodiversité cultivée ou sauvage. Ma plus grande fierté, c'est aujourd'hui de continuer à produire de la semence biologique parce que c'est quand même très exigeant. Agriculteur multiplicateur et maraîcher, pour moi c'est très complémentaire. La qualité, ça c'est capital. La diversité dans un panier de légumes, ça c'est essentiel. Carottes, pommes de terre, poireaux, fenouil, champignons, céleri, rutabaga, radis, 3 variétés. Je trouve que c'est aussi beau qu'un bouquet de fleurs. Voilà, après ces quelques images, Gilles Robillard, vous êtes céréalier dans Lyon et viticulteur aussi, à Lignerelles, près de Chablis. Vous êtes président de Terrinovia, donc on rappelle pour les gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas bien, c'est l'Institut technique de la filière des huiles et protéines végétales. Dans le domaine des oléagineux et des protéagineux, de quelle sélection a besoin la filière aujourd'hui ? Quels sont les principaux défis ? Alors les principaux défis, alors on va en avoir plusieurs. Si on prend le colza par exemple pour démarrer. Si on prend le colza par exemple, les défis qu'on va avoir, ça va être déjà de répondre à cette volonté de transition agroécologique. On le sait, demain faudra produire plus avec moins d'intrants. Qui dit produire avec moins d'intrants, dit forcément avoir des variétés qui vont être plus résistantes. On va avoir également le changement climatique, qui est un défi majeur que les agriculteurs devront relever. Combiné avec, je dirais, cette réduction d'intrants, on verra apparaître soit des nouvelles maladies, soit des nouveaux ravageurs. Et pour les combattre, quelque part, un des axes majeurs va être également la génétique. Très bien, parce qu'effectivement, vous dites qu'il va falloir en fait protéger les cultures des ravageurs actuels et des ravageurs peut-être à venir avec le changement climatique. Quels sont ces principaux ravageurs sur le colza par exemple ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Qu'est-ce qui reste à relever comme défi ? Alors, on a déjà beaucoup travaillé à l'Institut, on a déjà sur la culture du colza, c'est peut-être un peu moins vrai sur les légumineuses, mais plusieurs dizaines d'années de références et de travaux. Et on s'aperçoit que, si on prend l'exemple du colza, qu'une plante qui va être vigoureuse et dès la levée, en fait, si elle a un cycle d'automne qui est une végétation très développée, on a plutôt une chance de combattre les ravageurs beaucoup plus important que si on n'avait pas cette vigueur au départ. Alors, il y a aussi des qualités intrinsèques, il faut la teneur en huile, je suppose, des qualités. Est-ce que parfois ça peut être antinomique avec le fait d'être résistant à des maladies ou mieux résister à la sécheresse ? C'est là tout le défi, c'est que finalement, il faut arriver à trouver des variétés, trouver une sélection variétale qui nous permette de répondre à tous les enjeux, que ce soit les enjeux de production de rendement pour l'agriculteur, face aux intrants,
l'agriculteur puisse réduire ses intrants, qu'on puisse répondre aux enjeux des filières également. Si on prend le colza, ça va être sur la teneur en huile, la teneur en protéines. En fait, c'est tout ce package-là qu'il faut arriver à garder et à proposer aux agriculteurs des variétés performantes. Alors on le rappelle, pour trouver des variétés, il faut une dizaine d'années pour mettre au point une variété. C'est très long. Là, on n'est pas en informatique, on est avec le monde du vivant. Comment est-ce que vous faites chez Terrinovia pour tester des solutions sur le terrain? Vous avez des stations, c'est chez les agriculteurs? Comment ça se passe? Alors en fait, on va travailler en collaboration avec les semenciers qui, eux, font leur sélection variétale. Et je suppose qu'on en parlera, vous en parlerez plus tard. Mais les semenciers font leur sélection variétale et après on collabore avec eux pour nous mettre en expérimentation ces variétés pour voir dans quel contexte pédoclimatique elles vont être le plus performants et pour répondre au mieux aux attentes et aux problématiques. C'est un travail qui se fait en partenariat, donc vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul. Terrinovia ne fait pas de sélection variétale, par contre, elle fait de l'évaluation variétale pour voir les qualités des variétés. Très bien. Le changement climatique va finalement assez vite, ça galope. On a vu que le temps de la recherche était assez long. Est-ce que vous estimez qu'on a les moyens de cette recherche? Alors, on en a des moyens. Dire qu'on en a assez, non. Je pense que voilà, collectivement, aujourd'hui, on doit bien prendre conscience qu'on a quand même deux facteurs, le changement climatique, les transitions agroécologiques. Et ça, on doit travailler collectivement. On a des travaux déjà engagés, mais je pense que ce soit entre recherche fondamentale, recherche appliquée et toute la vulgarisation agricole. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se mettre autour de la table et aller encore plus vite. Alors, vous êtes merci autour de la table, donc je vais passer le micro. Vous allez passer le micro à Jean-Marc Ferrulot. Merci d'être avec nous, responsable des recherches chez l'IDEA. Alors, pour les gens qui connaissent, c'est le croisement, si je puis dire, de Caussade et d'Euralis, c'est ça historiquement? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc producteur de semences en multi-espèces, je ne vais pas toutes les citer, mais maïs, tournesol, sorgho, soja, etc. Basé près de Pau, avec des usines en France, mais aussi à l'est de l'Europe. Voilà, et vous êtes un des leaders européens, on va résumer ça comme ça. Voilà, donc effectivement, en tant que semencier, vous préparez les variétés de demain. Alors comment ça se passe au niveau de la création variétale? Parce que le temps est long, est-ce que vous pouvez gagner du temps? Est-ce que vous êtes face à des défis sur lesquels vous bloquez par rapport à ce qu'a cité monsieur? Alors, la création variétale, c'est effectivement un métier qui est confié aujourd'hui aux entreprises semencières. Ça serait dans la continuité du début de l'agriculture où l'homme a commencé à domestiquer les espèces végétales et animales et on ne fait que continuer ce métier 20 000 ans après avec évidemment tous les moyens modernes que nous pouvons qui sont à notre disposition. Parce que je suppose que ça a beaucoup bougé quand même. Déjà, la génétique se base sur la connaissance de tout ce qu'on a autour de l'ADN et des chromosomes, les marqueurs génétiques qui nous permettent d'accélérer énormément l'identification de variétés intéressantes dans une diversité qui est à notre disposition. Cette diversité, on peut la trouver dans la diversité naturelle. On peut également éventuellement la sélectionner avec des variétés qui sont déjà sélectionnées par la profession. Et c'est un cycle vertueux. Et chaque année, si vous voulez, en France par exemple, il y a quelque chose comme 3000 chercheurs qui travaillent à la sélection et à la création variétale. Chaque année en France, il y a 500 nouvelles variétés qui sont apportées à la profession, au marché, avec à chaque fois 2 points d'amélioration sur certaines caractéristiques, que ce soit le rendement, la résistance à la sécheresse, le besoin en intrants qui est diminué, le besoin en engrais qui est diminué, la qualité nutritionnelle. Alors effectivement, les défis sont multiples par rapport à certains ravageurs, par rapport à des ravageurs qui vont apparaître, par rapport peut-être aussi avec la concurrence en adventice, donc les mauvaises herbes pour les gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas bien, qui peuvent concurrencer les plantes au départ ou gêner pendant la récolte. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui? Quel est le défi le plus difficile à relever? Très certainement la combinaison du changement climatique qui est en marche, on le voit chaque jour, et les exigences que nous, humains, nous posons en termes de réduction d'intrants, en termes de réduction de pesticides, pour trouver une agriculture vertueuse dans ce monde en changement. Et c'est cette combinaison de ces deux contraintes qui, aujourd'hui, nous donne le plus de fil à retordre. Alors, est-ce que vous avez quand même déjà avancé dans ce sens-là pour certaines variétés, pour certaines espèces, du moins? Oui, bien sûr, on avance, puisque de toute façon, la sélection qu'on est en train de faire, la création végétale qu'on est en train de réaliser, se fait
au milieu de ce changement en cours. Donc à chaque fois, on gagne du temps, on gagne de la performance, mais il faut qu'on trouve des moyens de gagner du temps pour apporter de la diversité plus vite et la mener, par exemple, aller chercher des gènes de résistance dans des espèces naturelles, etc., et les mettre dans des variétés élites. Ceci que vous avez dit, ça prend au moins 10 ans. Il faut qu'on trouve des moyens de l'accélérer. Il y a notamment des techniques qui permettent de le faire, qui aujourd'hui ne sont pas autorisées, mais qui permettraient effectivement à la profession d'aller beaucoup plus vite dans la création variétale. Absolument, tout à fait. Alors il y a un débat en Europe, il y a des Européens qui seraient pour, en France pour le moment on est contre. Donc oui. Ça permettrait de gagner quoi? La moitié du temps presque? Ah oui, facilement. Facilement. Oui, enfin, évidemment, ça se fait au cas par cas, mais ça permet, notamment lorsqu'un croisement naturel est difficile à faire entre une espèce sauvage et une espèce domestique, de bypasser, excusez-moi, les croisements naturels pour amener un gène d'intérêt directement dans une espèce agricole. Très bien. Il y a une autre, on parle beaucoup d'intelligence artificielle partout dans tous les secteurs. Est-ce que là aussi, ce sont des techniques qui vont vous permettre, peut-être pour les évaluations, d'avancer aussi ? Oui, tout à fait. On utilise donc ce qu'on appelle des marqueurs génétiques pour cartographier l'ensemble des gènes présents très rapidement l'ensemble des gènes présents dans une variété donnée. Oui, il faut rappeler qu'il y a 20 ou 30 ans, on ne faisait pas ça. Hein. Ah non, mais même pas 10 ans. Même pas 10 ans, voilà. Les techniques ont énormément changé. Aujourd'hui, on peut séquencer l'intégralité du génome d'une plante en quelques heures pour quelques milliers de dollars. Avant, c'était inatteignable. Donc, ce sont des informations qui sont très précieuses et évidemment, elles sont énormes, il y en quantité, et du coup, des systèmes tels que l'intelligence artificielle nous permettent très rapidement de faire des liens entre une carte génétique donnée et des caractéristiques au champ. Très bien. On est en chemin, on est en cours, on en reparlera. Merci beaucoup. Émeric Pillet, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture bio. Alors, organisme de recherche appliquée, c'est bien ça. Donc l'ITAB, bien sûr, oriente ses recherches vers des systèmes plus résilients, plus durables. Est-ce que ça signifie que dans le travail de sélection variétale, on est sur les mêmes schémas ou c'est complètement différent ? Bonjour à tous. Alors, c'est l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation. Et de l'alimentation. Voilà, on va jusqu'au bout de la question. Effectivement, aujourd'hui, l'agriculture biologique est soumise à un certain nombre d'enjeux qui sont communs avec l'agriculture dite conventionnelle. Quand on parlait du changement climatique, on a les mêmes défis. L'une des particularités sont nos conditions de production. C'est-à-dire qu'on est en absence d'engrais et en absence de produits chimiques de synthèse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des plantes, notamment, qui soient capables de pousser, de se développer en conditions d'intrants faibles, donc capables d'explorer le sol pour pouvoir aller chercher l'azote qui est présent naturellement, des plantes qui sont capables de résister aux bioagresseurs et des plantes qui sont capables aussi de lutter contre la concurrence des adventices, donc c'est-à-dire d'être capable de se développer dans un milieu concurrentiel. Donc en fait, c'est un peu les mêmes critères, par contre les plantes n'évoluent pas dans le même système. C'est ça, si j'ai bien compris, ce sont des sols qui n'ont pas forcément le contexte global ne sont pas forcément les mêmes, mais vous recherchez aussi une meilleure adaptation à la sécheresse, aller chercher profondément des ressources, on va dire, en éléments d'aliments pour les plantes et en eau. Alors effectivement, on ne bénéficie pas des moyens de synthèse qui permettent de lisser, on va dire, les conditions pédoclimatiques. Donc l'adaptation des différentes plantes aux conditions pédoclimatiques est quelque chose d'essentiel pour nous. D'où l'importance, on parlait tout à l'heure de diversité, et je rejoins totalement cette importance pour nous de réintroduire la diversité pour pouvoir avoir de l'adaptation à la fois aux différents contextes pédoclimatiques. Donc un sol sans intrants n'est pas le même, on va dire, dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Les conditions climatiques ne sont pas les mêmes non plus. Et aussi avoir de l'adaptation sur le long terme, c'est avoir une adaptation continue. Les années ne se ressemblent pas, on a une année qui peut être très humide, une année qui peut être beaucoup plus sèche, et il faut qu'on puisse avoir des rendements qui tiennent chaque année. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore plus difficile de faire de la recherche, que les besoins sont encore plus complexes ? Alors, je ne sais pas si c'est plus difficile, le cadre de réflexion n'est pas le même, donc on n'a pas le même cadre de contrainte, donc on ne se pose pas les questions peut-être de la même manière, donc on n'apporte pas les mêmes réponses. C'est souvent complémentaire, je pense que les avancées qu'on peut faire dans un secteur, si on peut les faire bénéficier de l'autre, c'est toujours très intéressant. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a parlé un petit peu, c'est le transformateur et le consommateur au bout, donc il faut que ce soit adapté à l'agriculteur, adapté au contexte pédoclimatique, mais aussi adapté aux besoins des consommateurs et des transformateurs. Ça fait beaucoup de contraintes.
le sol, les conditions pédoclimatiques, le consommateur au bout et les transformateurs. Est-ce qu'avec votre modèle et tous d'ailleurs, est-ce qu'on risque pas d'aller vers finalement, je vais caricaturer, une variété unique? Vous-même, comme les précédents, vous êtes attaché à conserver une diversité. Est-ce qu'on risque pas de la mettre à mal? Alors, au contraire, je pense que justement, si on veut avoir des variétés qui soient adaptées au contexte pédoclimatique local, d'où l'importance de travailler sur les variétés locales, de travailler sur, on a parlé un peu, les espèces sauvages apparentées, c'est un peu les espèces qui sont déjà dans la nature localement, donc dans chaque site, on va dire, a des espaces un peu différents. Apparentés, pourquoi les appelle-t-on apparentés? Pardon ? Pourquoi les appelle-t-on apparentés? Parce que c'est les espèces cousines, on va dire, des espèces que l'on cultive aujourd'hui, et donc on peut se servir de ces espèces-là pour réintroduire de la diversité dans nos espèces cultivées. Et j'ai oublié ma dernière idée, mais ça reviendra. Très bien, merci. Si vous voulez bien prendre votre micro, on a la chance d'avoir Bernard Roland qui travaille depuis très longtemps à l'INRAE, qui est spécialisé dans la sélection des variétés, entre autres, de blé tendre pour les systèmes économes en intrants. Donc je pense que ça fait très longtemps que vous recherchez. Est-ce que les outils de sélection avec lesquels vous travaillez sont les mêmes que ceux qu'on vient de citer? Quelles sont les principales difficultés pour vous? Parce qu'il y a eu des avancées majeures quand même. Oui, enfin les outils sont communs, je pense qu'on soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ou coopératif. Et la particularité de notre travail, c'est de questionner à la fois l'agronomie et l'amélioration des plantes, quoi. On fait des allers-retours entre itinéraire technique, système de culture et sélection, avec une adaptation permanente du schéma de sélection, des caractères pris en compte, à l'écoute de la filière. C'est ce qu'on a appelé, nous, la sélection coopérative, quoi. On essaye un peu comme des éponges de tout capter, de capter la demande. On rencontre 150 à 200 personnes du monde agricole, enfin plutôt des gens de la production sur une année, et on essaie donc de capter ainsi sur le programme qu'on a démarré à l'ITAB, avec l'ITAB sur la sélection de variétés lignées pour l'agriculture biologique il y a 25 ans avec Laurence Fontaine. On a pu le faire évoluer. Au début, on est parti uniquement sur des variétés panifiables supérieures pour le pain. On a intégré une demande de variétés biscuitières. Là, on est sur... au début, il y avait aussi uniquement des variétés couvrantes, compétitives vis-à-vis des adventices. Et on est aussi parti pour des agriculteurs qu'on appelle interventionnistes, qui veulent hercer, biner, voire écimer. On est sur des variétés plus courtes et avec un continuum entre itinéraire économe en intrants et itinéraire bio. En fait, la particularité du blé tendre en France, c'est qu'on a tous les niveaux d'intensification par rapport aux intrants chimiques, avec la partie en économie d'intrants, où en fait on réfléchit à faire mieux, mais pour ça, il faut admettre de faire moins. C'est un vrai enjeu. En fait, on ne pourra pas et augmenter la production et mieux travailler. Il y a un moment où il va nous falloir admettre de baisser le moins possible, mais il faut admettre qu'on va baisser la production. Donc si je vous comprends bien, en fait, alors déjà c'est un travail coopératif, collaboratif, vous l'avez un peu tous dit. D'autre part, les contraintes sont majeures, on n'aura pas de solution magique, pas de variété magique. Donc ça va être vraiment un croisement de pratiques culturelles qui évoluent, de vos travaux de sélection. On va peut-être falloir aussi se poser la question, entre les lignes, si je comprends bien, de quel type d'alimentation, de ce qu'on veut mettre dans nos assiettes demain. C'est comme ça qu'on réussira à progresser. Je voudrais quand même, vous avez à votre crédit, voilà, des réussites. Il y a eu, et nous expliquer aux gens qui ne connaissent pas, mais vous avez quand même sorti Géopolis, Glénan, Glaze. En quoi ces variétés ont été vraiment novatrices? Alors Géopolis, c'est la dernière inscription INRAE. Et donc cette variété, elle est sélectionnée pour la multirésistance aux maladies. Et donc cette année, avec récolte 2024, on a eu un printemps épouvantable, très très arrosé. Et donc elle s'en est très très bien sortie en conduite CTPS, donc les essais officiels d'inscription, sans fongicide. Elle était à 125% en zone nord et 130% en zone centre. Donc l'idée, c'est de pouvoir aider par la génétique à couvrir le risque maladie et à passer à 1 voire à 0 fongicide une année où il y aurait moins de pression, quoi. Et les autres variétés que vous avez mentionnées, Glénan, Glaze, là c'est de la création variétale qui est plus orientée agriculture biologique. Très bien. Donc on voit qu'on progresse, mais que les défis restent majeurs. Alors on a fait un tour de table rapide, mais je vous remercie infiniment. Parce on n'a rien dit sur les NBT, j'avais juste un petit mot à dire. Sur les NBT, parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Alors sur les NBT, il y a débat.
Et c'est quand même, ça relève pour moi de l'économie de la promesse. J'ai été invité à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en 2021. C'était une audition publique et Cédric Villani avait relevé au bout de 5 heures de débat que pour l'instant on n'avait rien vu de concret. Donc en fait quand il y a quand même des très grands enjeux sur l'agriculture, donc à un moment il faut voir ce qu'on tient et là il faut apporter des preuves quand même pour des caractères complexes qu'on peut arriver à avancer. On ne peut pas se contenter de déclaration en disant ça va marcher sans preuve. Je vous entends et donc je pense qu'il faudrait effectivement qu'on ait une nouvelle émission sur cette question qui est complètement d'actualité et chaude. Je remercie chaleureusement nos invités. Je vous remercie de nous avoir suivis. À demain. Merci.